Ça s'appelle L'homme qui ment. C'est un livre très émouvant, très doux. Il vient de ressortir aux éditions Fayard en édition limitée avec un CD inclus dans lequel vous lisez votre propre texte. Ça fait quoi comme effet de lire son propre texte? On le redécouvre. J'ai eu des difficultés à intégrer cette idée au départ parce que je me suis dit, lire un livre, chacun doit entendre sa propre voix. Je l'ai pas lu, je l'ai interprété. Je suis rentré dedans et j'ai joué chacune des séquences, chacun des personnages. Je me suis dit, il y aura pas de musique, tu vas être tout seul. Et il faut trouver cette musique de l'espace, du silence. Et ça m'a... Vous avez redécouvert le texte. Oui, en tout cas, je me suis replongé. J'ai revu ma mère, j'ai revu mon père, ma banlieue, mon professeur, mes amis, mes éducateurs, les travailleurs sociaux, les mouvements, les ouvriers, les masses populaires. Un voyage dans le temps ? Cette banlieue agricole. Et puis, et puis les années passantes, comme ça, et les mots passant aussi par-dessus, ça m'a ému. Je voudrais qu'on en parle de vos parents. Alors, votre père, Lucien Lavoine, Lulu, membre actif du Parti communiste, qui a fait la guerre d'Algérie, un homme à femme, flamboyant, charmeur, passionné par l'art. Et votre maman, Micheline, Michou, catholique, une femme fragile, mélancolique, blessée par les infidélités de son mari. Que vous ont transmis chacun de vos parents, auxquels vous pensez tous les jours, Marc Lavoine? D'abord, mon père aimait beaucoup les Algériens, et les Algériens aimaient beaucoup mon père. Et j'avais un oncle algérien, à l'époque, dans ma famille. Ils m'ont transmis des valeurs, des principes, et aussi surtout l'idée que les valeurs n'existent qu'avec le principe des actions. Qu'il faut être là, qu'il faut agir en discrétion et d'une façon collective. Aussi, ils m'ont raconté l'histoire à travers l'histoire de l'art. Ils ont toujours été très attentifs à l'idée que l'histoire qui nous était racontée était accompagnée par des artistes, des écrivains, des photographes, des peintres, les livres, les musiques. C'était la culture à la maison. Et en même temps, mon père nous racontait la grande histoire. Que vous essayez de reproduire chez vous, justement. Il y a beaucoup de culture chez vous, Marc Lavoine. Il y a des pinceaux, il y a des livres, ma femme fait de l'architecture, de la déco, donc elle est très artistique. Moi, il y a toujours des bouquins, des disques, des vinyles, un atelier de peinture dans lequel on a placé l'enfance au cœur de la maison et on en a fait un atelier. Alors, ils sont heureux de rentrer parce qu'ils enlèvent leur doudoune, ils jettent leur sac de classe et puis ils se mettent les mains dans la peinture, ils dessinent. Mon frère leur donne des cours de dessin. Ma fille fait du théâtre et s'intéresse à la chose artistique et partira dans une école l'an prochain. C'est le centre aéré un peu chez vous. C'est-à-dire que on apprend beaucoup de nos enfants. Et ils nous éduquent, ils nous rééduquent si jamais la société ou le temps qui passe nous fait dériver. Ils nous apprennent à retrouver le chemin. Alors tout ne partait pas très bien pour vous, Marc Lavoine, malgré tout ce que vous venez de nous dire. Votre maman rêvait d'une petite fille qu'elle aurait appelée Brigitte. C'est finalement vous qui êtes arrivé. Elle a terriblement mal vécu. Elle a refusé de vous voir pendant des jours. En plus, vous étiez malade. Ça a été un début de vie très difficile. En quoi ce chagrin de votre maman a influencé ce que vous êtes? Parce que il y a beaucoup de mamans qui auraient rêvé avoir un fils et qui ont une fille ou l'inverse. Et ça n'aurait pu rester qu'anecdotique. Mais bon, j'aurais pu avoir la chance d'être une fille parce que je suis très admiratif des femmes. Vous avez bien raison. Elles sont 53% en France, ce qui ne les empêche pas d'être considérées comme une minorité, ce qui est quand même une injustice. Et quand Aragon a dit « la femme est l'avenir de l'homme », ça a été très important pour moi parce que mon père m'a dit « tu vois, Aragon est un homme populaire, la poésie est populaire ». C'est vrai que ma mère était malheureuse, elle avait une mélancolie. Cette mélancolie était déjà présente pendant la guerre d'Algérie, avant que je vienne. Donc je suis pas responsable totalement de sa mélancolie. Mais notre tristesse, ou sa tristesse ou son chagrin, nous ont unis plus que jamais. Parce que quand elle a vu qui j'étais, elle a deviné qui j'allais devenir, et nous sommes devenus ensemble un couple fusionnel. Et ma maman était une femme absolument exceptionnelle, un peu comme toutes les femmes de la famille, j'allais dire. On va écouter un extrait de votre livre où vous parlez justement de votre maman, vous adressez à elle. Extrait de L'homme qui ment aux éditions Fayard. Si j'avais été une fille, quelles auraient été ta vie et la mienne, maman? Peut-être aurais-tu eu dans la place une complice naturelle, une deuxième toi en petite. Tu aurais choisi mes robes, mes chemisiers, mes jupettes, mes soquettes, mes bas de laine, mes colliers et boucles d'oreilles. Tu aurais tricoté dans une autre couleur. À la place du bleu que tu avais à l'âme, le rose t'aurait fait voir la vie autrement. Le bleu te donnait des cernes, le rose aurait pu t'offrir des fleurs et te teinter les joues. Va savoir.
Qu'avez-vous gardé, Marc Lavoine, de cette déception malgré tout forte de votre maman? Cette sensibilité féminine? Que des belles choses. Que des belles choses. Oui, oui. J'ai eu la chance de faire de mes frustrations, de mes chagrins ou de mes blessures des qualités. C'est-à-dire que je ne me suis jamais aussi bien réalisé que dans l'autre, qu'avec l'autre. Et le regard que je porte, et si j'ai une fondation contre toute forme de discrimination, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'éducation de mes parents et de cette petite valeur ajoutée que m'a donnée ma mère, de ne jamais dire du mal, de toujours être dans une discrétion, mais de rendre service, de tendre les mains, d'ouvrir les bras, d'embrasser mes copains, leur faire des spaghettis, et de ne jamais se plaindre. Elle a été pour nous tous camarades de l'école et qui viennent me voir au théâtre en ce moment de temps en temps, avec qui j'ai une relation toujours très forte. Elle a été vraiment une mère, je dirais pas courage, ça fait un peu... bon bref, en tout cas elle a été une mère magnifique. Hommage à votre maman, mais également à votre papa. Votre livre est parsemé des histoires extra-conjugales de votre père, des histoires dont vous êtes le premier témoin. Vous en parlez même avec lui, vous l'avez même parfois pris en flagrant délit. Comment on se construit en tant que futur homme, époux, en tant que père? Il était un amoureux des femmes, son corps en avait besoin et son âme surtout en avait besoin. Je crois que les deux guerres qu'ils ont connues, ces gens-là, cette génération, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, les a fauchés en plein vol, en pleine... C'est comme une colombe qu'on fauche en pleine espérance. Et donc, il avait un besoin de se soigner le cœur. Il a été très traumatisé. Ils se sont connus très jeunes, se sont aimés éperdument. Leur couple s'est effondré petit à petit, mais... ils se sont aimés toute leur vie jusqu'à la mort. Dit la chanson, le cinéma, l'écriture, le théâtre. Quelle sera la prochaine étape, Marc Lavoine? Eh bien, la prochaine étape, j'ai écrit depuis 7 ans avec Fabrice Aboulker, mon compositeur originel, un conte musical basé sur les souliers rouges d'Andersen, sur l'enfer de Clouseau et la beauté du diable. Nous avons mélangé ces 3 thèmes pour en faire qu'un, et nous allons l'enregistrer. Nous sommes en train de l'enregistrer, nous sortirons bientôt. Dans toute cette palette de vos talents, Marc Lavoine, je ne vous demanderai pas évidemment de choisir, mais tout est complémentaire ou il y a une partie de cet éventail que vous pourriez un jour abandonner? J'ai pas beaucoup de talent, hein. Je travaille beaucoup, c'est autre chose. Hein. Le talent arrive parfois. Mais à chaque fois que je travaille, c'est vraiment un grand plaisir. Le travail est un mouvement permanent, perpétuel, qui de temps en temps fait pousser du talent. Je ne pourrais pas vous dire de quoi je me séparerais, parce que le cinéma m'a fait rencontrer Trintignant, Chabrol, et me fera rencontrer d'autres personnes merveilleuses que j'admire, qui ouvriront des portes. Le texte du Poisson belge, chaque phrase est une porte merveilleuse. Vous êtes au théâtre en ce moment, oui. On en parlera tout à l'heure avec ce texte du Poisson belge. J'écris des chansons en ce moment avec Fabrice Aboulker pour mon prochain album solo. Également, et c'est une merveilleuse aventure. Je fais un film avec Duringer, chaque fois qu'on se parle entre les scènes, ou avec Sami Bouajila, quand on rit sur un film sérieux pourtant. Tout ça fait partie d'un tout, et c'est très difficile de dissocier les choses. Et malgré tout, il vous reste du temps, notamment pour ça. Même le générique du Téléthon vous fait danser, Marc Lavoine. 36, 37. Puisque vous serez le parrain du Téléthon, Marc Lavoine, les 4 et 5 décembre prochains. Comment ça se passe? Je le suis déjà. Hein, vous l'êtes déjà? Oui, parce que... Parce que ça commence vraiment en amont, on n'est pas que là 2 jours. Sur 2 jours. C'est une approche. Il faut se tremper totalement tout son corps et toute son âme avec les fédérations, les bénévoles, chacune des régions, tous les gens qui se tiennent la main, les soldats du feu, qui rendent service tous les jours et qui se mobilisent chaque année pour le Téléthon, les chercheurs, un monde à part entière, parce que aujourd'hui ce sont des ateliers de recherche aussi, de pharmacie. Bientôt ils créeront leurs propres médicaments. C'est 3 millions de personnes par an. Et puis, ça arrose, évidemment, la recherche arrose et trouve pour le cancer, pour la trithérapie. Et puis, compte tenu de cette implication, surtout, au-delà de ça, c'est des familles. Et ça remet des visages sur les choses et sur les gens. Compte tenu de cette implication, Marc Lavoine, pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Vous avez mesuré, justement, cette implication. Vous avez réfléchi au temps que vous pourriez y accorder avant de dire oui ou pas? Non, ça a été un cri du cœur. J'y ai pas pensé. Si j'y avais pensé, peut-être que j'aurais eu peur. La peur m'aurait fixé. Moi, la peur doit être quelque chose c'est un moteur pour moi. Évidemment que c'est du temps passé. Mais c'est du temps de gagner, c'est du temps que je prends sur la vraie vie. Chaque minute, chaque fois que j'apprends et que j'écoute quelqu'un dans toutes les situations collectives,
que ce soit avec le Téléthon aujourd'hui, les Restaurants du Cœur, quand je vois le travail de Médecins sans frontières, du Secours populaire, du Secours catholique, de la Croix-Rouge. Je trouve que le visage de la France est un beau visage, qu'on a tort de nous le déformer. La France se lève, la France cherche, la France se trouve, et la société civile a un très beau visage. Les Français sont des gens bien. Direction maintenant la région d'Orly. Vous avez grandi avec ce son-là. Ce son que vous décrivez, le son d'un avion qui décolle, Marc Lavoine, ce son que vous décrivez comme très poétique, alors qu'aujourd'hui on s'en plaindrait presque. Oui, je sais. Pour moi, c'est aussi beau qu'un trou de verdure où chante une rivière, parce que c'est mon enfance avec les volets mi-clos. J'arrivais pas à dormir, je me balançais de l'avant à l'arrière en me berlinant, imaginant des chansons, chantant des chansons parfois de Ferrat ou des chansons imaginées, et j'avais des frissons en écoutant ces avions décoller. À chaque fois qu'on fait un film et qu'on dit stop, on arrête, il y a un avion qui passe, c'est une nuisance sonore pour le film, et pour moi c'est un moment de recueillement. Orly, cette époque-là, les caravelles, ma tante qui revenait d'Algérie et qui nous rapportait de là-bas des cachabias, c'était quelque chose de merveilleux. Ces gens sur les toits des galeries, des voitures, au-dessus des murets, autour des pistes que je regarder les avions. Vous imaginiez où ils allaient, ces avions ? Ouais, j'avais envie d'être dans leur ventre et d'aller visiter la terre entière. Et en même temps, la terre entière, c'était ma petite banlieue, mes terrains vagues, mon terrain de foot. Et mes copains, quoi. C'était formidable. Vissou, donc 21-23 rue des Acacias, qui a été pour vous le dites, un paradis sur terre. Vous parlez, je vous cite, de mon pays merveilleux, de la rue des Acacias. Qu'est-ce qu'elle avait de si magique ? En quoi cette vie de banlieue campagne était si exceptionnelle pour l'enfant que vous étiez ? En direct, j'étais dans un univers fantastique parce que ma tante était fantastique, mes grands-parents, Riton et Malou, même Héloïse dans le vieux Vissou, mes parents eux-mêmes. Cette petite rue courbe entre celle des Peupliers et celle du Parc était pour moi ma première grande aventure. Avec mon frère, nous étions deux aventuriers dans cette petite rue, dans notre petit jardin, avec ce cerisier touché par la foudre qui donnait des cerises Napoléon qui étaient délicieuses. Et puis, on y passait beaucoup de temps. Alors, on connaissait pas l'été tellement, parce qu'on partait en colonie de vacances et nous partions dans le Lot, mais le reste de l'année, c'était notre univers. Nous étions des Indiens et on essayait de traverser le monde. Vous me permettez de vous lire quelques lignes de L'homme qui ment à mon tour. Je lis, je me risque. Nous avons vécu là, dans cette couronne de banlieue, la grande, près des champs de pommes de terre et des avions qui décollent. Encore la campagne et déjà la ville, et ces grues synonymes de grands ensembles qui avaient pris la mesure des choses. Cette ville grandissante et moderne aux portes de ce petit village agricole vacillant qui va mourir avec le progrès. Oh ma banlieue, mon pays, mes racines, tu avais encore un visage d'enfant venu d'un temps dont la langue ne se parle presque plus, ici, près des pistes d'Orly, banlieue, origine du monde, tu restes dans mon cœur comme la Bretagne pour un Breton, Marseille pour Pagnol, le pays d'origine d'un émigré. Oui. Vous y retournez encore aujourd'hui ? De temps en temps, je vais visiter l'endroit où habitent mes parents aujourd'hui. Ils font cimetière à part, comme vous avez pu le constater dans le livre, mais ils sont quand même restés dans la même ville. Vous éprouvez quoi quand vous y retournez aujourd'hui ? Parce que tout a changé, j'imagine. Je vais 23 rue des Acacias parce que ma tante y habite avec mon oncle. Et puis je vais de temps en temps me recueillir sur la tombe de mes parents. Je me recueille sur la vie entière de mes parents. Et j'en comprends encore des choses sur leur vie. Chaque jour, à travers mes enfants, je comprends des choses encore, des clés. J'ouvre encore des portes avec eux. Marc Lavoine, quand vous étiez enfant, vous passiez vos vacances dans le Lot, vous nous le disiez tout à l'heure, à Douel, près de Cahors. Quelles sont les odeurs qui vous reviennent de ce village quand vous y pensez ? Vous savez, le Lot, c'est un univers incroyable. C'est cette rivière, d'abord ce fleuve, ces méandres merveilleux, les causses, les oppidums gaulois, les paysans, les agriculteurs. Vous savez, les paysans sont des gens merveilleux. Je les aime beaucoup et je les soutiens. Je les soutiens aujourd'hui. Et il y avait une proximité dans le monde ouvrier, dans le monde paysan, qui aujourd'hui a changé d'échelle. Et ce manque de proximité est terrible. C'est une grande blessure. Quand j'ai eu au téléphone André Pochon, qui est un grand agriculteur qui fait de l'agriculture sur le trèfle blanc et qui est contre le lisier pour le fumier, dont les vaches peuvent dans les prairies avoir de l'espace. C'est une lutte permanente d'être un agriculteur, comme être un ouvrier.
Donc j'aime cette France-là. Je la trouve merveilleusement fleurie, drôle, poétique. Elle ressemble à Brassens. Et je garde ses accents, ses parfums. Évidemment, un peu de cassoulet aussi, un peu de saucisse sèche, un peu de ces pains qu'on emmenait sur le Causse pour aller avec des camarades chanter des chansons avec une guitare. C'est vraiment l'aventure, les herbes folles de l'aventure. J'adore le Lot. Si un jour je peux d'ailleurs y avoir un petit quelque chose au bord d'une écluse, ce serait volontiers un rêve de ma mère à réaliser ça. Marc Lavoine, donc, qui monte sur scène pour la première fois. Vous êtes à l'affiche du théâtre de la Pépinière à Paris avec la pièce Le Poisson belge de Léonore Confino. Dans cette pièce, vous interprétez le personnage de Grand Monsieur, un homme seul qui est bousculé par l'éruption dans son appartement de petite fille, incarnée par Géraldine Martineau, une petite fille qui va réclamer de l'attention, bousculer votre quotidien et entraîner pour Grand Monsieur une réflexion sur son enfance et ses fantômes, décidément. On y revient. Léonore Confino, de grande monsieur, je rectifie, à petite fille, joue avec une distorsion surréaliste, un petit peu ce que faisaient les surréalistes qui étaient les artistes préférés de mes parents et qui sont devenus les miens d'ailleurs. Les thèmes sont dans l'air, donc on peut avoir plusieurs textes sur le même sujet. Celui-ci est différent, c'est pour ça que je l'ai accepté, et je l'ai aussi accepté parce que j'ai vu jouer cette jeune Géraldine Martineau sur scène au Rond-Point, et j'ai été ébloui. Je me suis dit, avec elle, je serais capable de le faire. Et donc, c'est deux personnes qui respirent très mal, d'une façon, c'est cette respiration artificielle qu'on nous impose dans la société et qui nous désigne si on respire différemment. Elle respire mieux sous l'eau que dans l'air, cette petite fille, ce petit fille. Et j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi on s'appelle Claude tous les deux. Et du coup, une fusion surréaliste, mais en même temps très réelle, se produit entre nous et résonne d'une façon universelle. C'est vraiment de la poésie qui a été écrite par Léonore Confino. Et donc je suis très heureux d'avoir été mis en scène par Catherine Chaube également, et tous les soirs d'essayer de retraverser cet océan magnifique de la poésie de cette pièce. Ouais. Extrait du Poisson belge, donc. J'arrive pas à dormir, j'ai le cafard. Je trouve ça compliqué d'être orpheline. Tu n'es pas orpheline. Tes parents sont juste inconscients, c'est tout. J'ai besoin d'être rassurée. Je ne suis pas là pour être rassurant. J'ai oublié ma ventoline. Ça ne me regarde pas. La couverture a un goût bizarre. Elle n'est pas faite pour être mangée. J'ai pas mon dodo, il faut que je mâche. Sans moi, tu devrais déjà être dévoré par des punks à chiens. Alors s'il te plaît, relativise un petit peu sur le doudou. Actuellement au théâtre de la Pépinière. C'est bien de passer cet extrait. À Paris. Ce personnage est secoué, votre personnage, par l'innocence des questions de cet enfant. Vous avez vous-même déjà été bousculé par l'innocence des questions de vos enfants. Oui, bien sûr. Vous qui en avez 4. Bien sûr. Par exemple, dans le livre de mon épouse qui va sortir chez Fayard et La Martinière, il y a un petit questionnaire de qu'est-ce que porterait ta mère à tel moment. Si elle sortait, elle sortirait comment? Alors, il dit elle s'habillerait en elle-même, et si elle sortait pour une fête, elle serait toute nue avec un logo Sarah Lavoine dessiné sur le corps. Et quel est l'objet ou le vêtement qu'elle portera à 80 ans? Il irait pour une culotte. Alors moi, je trouve que les questions de mes enfants sont toujours déroutantes, et en même temps, elles vous, non pas désarçonnent, mais elles vous remettent sur le cheval. Quand mon petit garçon de 5 ans, je lui dis, t'es intelligent, toi. Milo. Oui, il me dit, toi aussi, t'es intelligent. Parfois. C'est Ça calme. Oui, c'est merveilleux parce qu'il a raison. Parfois, je m'emporte. Parfois, j'ai tort de le gronder, alors que c'est lui qui a eu raison. Et nos enfants nous éduquent. C'est eux qui nous montrent le chemin. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les enfants qui faisaient les femmes et les femmes qui faisaient les hommes. Voilà. Et c'est plus dur d'être le père d'une fille que de 3 garçons? Ah non, une fille, c'est extraordinaire. Oh, bah dis donc, quand vous dites ça, en effet, mais non, physiquement mais les garçons, déjà, ça sent non, l'amour. Mais les garçons, vous savez ce que c'est, les garçons, hein? Voilà, disons que les garçons, c'est des filles qui n'ont pas réussi. Un peu, J'adore un cette petit phrase. peu, parce que ils sont en compétition, ils se chinent tout le temps. Bon, j'ai un grand-fils de 29 ans, c'est différent. Il a été seul. On l'a élevé avec ma mère d'une façon comme ça, à peu près, parce qu'il était dans 2 pays, 2 couleurs. C'était compliqué. Mais les 3 derniers, et Yasmine est un ange, vraiment un ange. Qu'aurait pas d'elle, comme dirait Léo Ferré. Elle est magnifique, elle est gentille, d'une gentillesse incroyable, parfois d'une naïveté que j'aime, parce que c'est une naïveté qui me ressemble beaucoup, mais elle a le caractère de sa mère aussi, donc elle est structurée et vertébrée. C'est bien. C'est bien, Oui. c'est un bon équilibre. Et Oui. vous serez un beau-père sympa? Écoutez, oui, très, parce que elle a eu la chance de choisir un fiancé merveilleux, voilà, qui est un homme merveilleux que j'adore. Donc pour quand je le prends dans mes bras, je sens que
Il m'aime bien aussi. On vous a jamais proposé de faire de la radio? Est-ce qu'avec la voix que vous avez... J'en ai fait sur une radio il y a 20 ans. D'accord. Je faisais les nuits. Oh, ça devait plaire aux éditrices. Je lisais les lettres d'amour des gens, des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes, ou parfois des hommes pour les hommes et femmes pour femmes. Et avec Dany, on s'était accouplés pour offrir des roses aux plus belles déclarations. Et on faisait 2 heures avec une programmation musicale qui allait de FIP, France Inter, jusqu'à, voilà, on faisait de la chanson française, de la musique, et c'était très agréable, très agréable. Alors, je vous disais qu'on va jouer Marc. Marc, vous êtes l'un des chanteurs français dont les duos sont devenus des succès. Qu'est-ce que t'es belle avec Catherine Ringer, Je ne veux qu'elle avec Claire Kem, J'ai tout oublié avec Christina Marocco, des tubes qui datent de 2001, les binômes qui cartonnent, c'est vraiment votre affaire, l'occasion pour nous de nous amuser avec un questionnaire de duo imaginaire. À vous de nous dire. Que Catherine Ringer enregistre en ce moment un disque. Elle est en studio en ce moment. Voilà, donc j'attends son disque avec impatience. On l'embrasse donc. Oui. C'est parti. Selon un sondage de juin 2014 pour un site de rencontres extra-conjugales, vous incarnez le fantasme numéro 1 chez les femmes mariées, avec 70% des voix. Très beau score. Derrière vous, M. Pokora, David Hallyday et Julien Clerc. Vous choisissez lequel pour faire un duo et faire tourner la tête des Françaises? Julien, c'est mon parrain. Dans le métier, c'est lui qui m'a invité chez Jacques Chancel officiellement. Il a déclaré il aurait aimé écrire Les Yeux Revolver. Nous l'avons chanté ensemble. On ne s'est plus jamais quitté depuis. Ça fait 30 ans. Donc, voilà. Par définition, vous chanteriez avec lui. Oui. D'accord. Le duo posthume que vous rêveriez de réaliser avec Georges Brassens ou Léo Ferré? Oui, quelle question. Comment choisir entre la beauté et la beauté? C'est dur, hein? La poésie. Les deux rappellent vos origines, en plus. Je chanterai avec Charles Trenet, comme ça, j'en resterai aucun des deux. Le télécrochet que vous aimeriez animer en duo, The Voice ou Nouvelle Star? Alors là, vraiment, je ne saurais pas faire ça. Vous voyez? Vous n'avez jamais été contacté pour être juré? Je ne sais plus. Mais simplement. Ah, vous voulez pas nous dire? Je sais faire ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes à la radio. Je suis pas sûr qu'à la télé, je pourrais le faire. Vous voyez? D'accord. Et puis, alors, quand les gens viennent me voir pour leur donner un conseil, ma fille, par exemple, qui veut faire du théâtre, je lui dis, va à l'école. Alors, elle va passer les concours en Angleterre des grandes écoles. Je la mets en contact avec la fille de Patrick Chenet, qui était ma fille dans Le Cœur des Hommes, qui a fait cette école-là. Je la mets en contact avec des gens, des décorateurs, des jeunes artistes. On peut pas, comme ça... dire oui, vous, non, pas vous. Et les coachés des jeunes artistes, par exemple, je suis très mauvais en casting. Vous voyez, j'ai été très mauvais en casting. Je suis très mauvais dans les essais. Chabrol m'a fait confiance. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est toi le personnage. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a dit, je vous attendrai sur le plateau, soyez à l'heure. C'était tout simple. À partir du moment où vous fait confiance, vous savez, c'est ce que m'a fait mon prof de français, c'est ce que font les travailleurs sociaux, les éducateurs de rue. Ils vous font confiance. Ils vous mettent un maillot sur le dos. Et vous devenez cette personne-là. Donc, je ne saurais pas faire ça. Coacher, peut-être. Pourquoi pas, un peu je plus. suis pas tellement prof. Je crois que je suis pas très prof. Bon, alors c'est pas pour vous. Non. Le duo que vous accepteriez de faire au cours d'un meeting politique. À quelles sont jolies les filles de mon pays avec Enrico Macias ou Saga Africa avec Yannick Noah? Déjà, je n'irai pas à un meeting politique et je ne chanterai pas à un meeting politique parce que je ne veux absolument pas mélanger les choses. Je trouve qu'il faut garder son rôle. Mais j'adore les deux chansons. Mais c'est vrai que à quelles sont jolies les filles de mon pays, quand j'ai entendu le chanteur Arnaud chanter Les filles du bord de mer d'Adamo, j'ai été submergé par la beauté des chansons de cette époque-là. Et c'est vrai que la langue de cette époque est magnifique. Les chansons étaient très bien troussées. Puisqu'on parle politique, je ne vais pas vous demander votre avis, mais il y a quelques semaines, vous étiez sur le plateau d'On n'est pas couché, le soir où Nadine Morano a déclenché la polémique que l'on connaît. Oui. Je ne vais pas vous demander votre avis, mais sur le moment, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça pouvait créer ça, tout ça? C'est difficile, vous savez, j'aime pas trop parler de ces choses-là, mais je ne me sens pas capable de rentrer dans ce genre de choses. Je suis allé faire, par exemple, j'étais présent aussi quand Michel Onfray était sur le plateau, quand on a sorti le livre, et je suis allé faire l'université populaire de Michel Onfray. Si on me pose des questions sur lui, je dirais rencontrez-le. Je dirais allez à l'université populaire, regardez ses amis, regardez où il vit. Voyez la gentillesse avec laquelle il s'adresse aux gens. Vous savez, on coupe beaucoup la parole aux gens. On laisse très peu les gens aller au bout de leurs phrases. On les apostrophe en permanence. Donc, je veux pas parler de Nadine Morano. Je préfère parler de Michel Onfray. Et la politique est une chose très violente à laquelle je ne veux absolument pas être confronté. Pour moi, la politique, c'est la vie des gens. C'est sérieux. C'est l'associatif, c'est la société civile. Elle a un rôle à jouer. 80% des gens aiment la société civile, 20% des gens aiment la politique. Plus
Plus léger maintenant, votre fils, Roman. J'en ai 3. Alors, Vous il y en a avez Simon, 3. Il y a Roman, Simon, Milo. Roman et Milo. Alors, ce Roman, il a 8 ans. Roman a 8 ans. Roman a 8 ans. Comme tous les enfants de son âge, j'imagine qu'il regarde des dessins animés. Quel duo de Disney vous agace le plus? Elsa et Anna de la Reine des Neiges, avec Libéré, délivré, ou Timon et Pumba du Roi Lion, avec Hakuna Matata? Non, mais Hakuna Matata, c'est irrésistible. Mais c'est un petit garçon, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus Roi Lion que la Reine des Oui, Neiges. mais Hakuna Matata, je l'ai surtout découvert avec ma fille, parce que nous étions en Afrique ensemble, et quand nous sommes arrivés au Kenya, avec Yasmine qui découvrait l'Afrique avec ses yeux de 7 ans. Et c'est rare d'être ensemble en même temps, tout le temps, avec nos enfants, notre épouse. On partage nos enfants et notre vie avec beaucoup de choses. On est très occupés tous dans ces vies de fous que nous menons. Et quand on arrive en Afrique, on est obligé de s'allonger pour regarder les choses. On n'est plus vertical comme dans les villes dans lesquelles on a été élevé. Et là, avec ma fille, je regardais l'Afrique dans ses yeux, et quand elle chantait Hakuna Matata avec les guides avec lesquels nous traversions le bush, et nous allions découvrir des animaux merveilleux, des arbres, la vie originelle. Nous étions dans la vallée du Rif, là où tout a commencé, là où Lucie a été découverte. Ça nous permet, d'être ensemble et d'apprendre plein de choses ensemble merveilleuses qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. Quel regard le petit garçon que vous étiez porterait sur celui que vous êtes devenu, Marc Lavoine? Oh là, vous avez 3 Je viens heures. de vous expliquer que justement, j'arrête de lire les critiques, mais surtout si elles sont bonnes, parce que je voudrais pas me prendre trop au sérieux. Ce qui est important, c'est de vous parler de la scène tout à l'heure. Oui, j'ai fait de la scène. C'est la première fois que je suis sur les planches. Les planches, c'est un travail, c'est une équipe. Mon prof de français m'a regardé. C'était un référent différent que ma famille, qui me trouvait formidable. Dès que je sortais de la maison, j'avais un grand doute qui s'emparait de moi à ce sujet. Il m'a dit que j'étais capable de voyager avec des mots dans mon petit sac et de les sortir avec ce petit stylo qui est devenu ma vie. Voilà. Alors je n'ai pas de regard sur moi. Mes enfants me portent un regard qui me porte, qui me transcende. Mon épouse, mes amis. Et ils vous disent quoi? T'es Mes un homme frères. bien, Marc? On n'a pas besoin de se dire ces choses-là. On lit sur les visages. Vous savez, j'ai lu sur les visages de mes parents leur souffrance, leur chagrin, et je me suis construit avec leur chagrin et avec leur joie. La vie est une joie, et la joie de vivre existe. On va s'arrêter là-dessus. Il y aura une tournée pour le Poisson belge, Marc Lavoine? Il en est question parce que ça marche pas mal. Donc évidemment, on marche toujours un peu sur des œufs sur les planches. Mais c'est vrai que ça se passe bien, le bouche à oreille est bon. Et les gens qui viennent applaudissent. Ça, c'est quand même le crépitement des applaudissements. C'est comme quand on est devant un feu et qu'on entend des bûches comme ça qui crépitent sous ces flammes et qui vous réchauffent le cœur. C'est en ce moment au Théâtre de la Pépinière, le Poisson belge avec Marc Lavoine. Courez également acheter L'Homme qui ment aux éditions Fayard avec le CD en plus où vous allez pouvoir l'offrir, où Marc Lavoine lit son texte et c'est une toute nouvelle manière de le redécouvrir, oui, ce il y a texte. des gens qui écoutent en nageant, qui n'ont pas le temps, qui écoutent dans le train. Il y a aussi les malvoyants qui peuvent écouter une voix qui leur raconte des choses. Je trouve que c'est une très belle idée, ça. Voilà. Merci Marc Lavoine. Merci infiniment.